Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de révision spécialement conçue pour vous qui préparez activement l'examen régional du baccalauréat. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le chapitre 5 d'un véritable monument de la littérature maghrébine d'expression française, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. Alors préparez de quoi noter parce qu'on ne va pas juste survoler l'intrigue, on va vraiment creuser les aspects émotionnels et psychologiques du jeune narrateur. Et franchement, c'est exactement ce niveau d'analyse qui va vous démarquer sur vos copies le jour J. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec cette question. Pourquoi Sidi Mohamed, qui vit pourtant dans une maison complètement bondée au beau milieu d'une médina hyper animée, ressent-il un isolement aussi écrasant? Dans les chapitres précédents, on s'était surtout concentré sur la réalité physique, les traditions et tout le brouhaha de Darchouafa. Mais là, boum, avec ce chapitre 5, l'auteur nous fait complètement changer d'angle. On quitte un peu le monde extérieur pour vraiment braquer les projecteurs sur le monde intérieur super riche de ce petit garçon de 6 ans. Voici notre plan de match pour aujourd'hui. On commencera par un résumé du chapitre 5, puis on analysera sa solitude intérieure, son imagination comme refuge, le symbolisme de la boîte, et enfin, on passera à un entraînement ciblé pour l'examen. Rassurez-vous, on va balayer absolument tous les thèmes cruciaux pour le baccalauréat de manière très claire. On attaque donc la section 1, le résumé du chapitre 5, pour un petit aperçu narratif. Prenez bien le temps de mémoriser ces thèmes, c'est votre boussole pour l'examen. Ce chapitre marque vraiment un tournant. L'action extérieure ralentit un peu et laisse place à l'introspection, surtout avec l'événement tragique de la mort du voisin, Sidi Mohamed Ben Tahar. Et ce qu'attendent les correcteurs, c'est que vous montriez comment le petit protagoniste observe tout ça, la pauvreté ambiante, le deuil soudain et les émotions humaines. Il le fait avec une sensibilité incroyable qui finalement nourrit sa solitude et le pousse à se réfugier dans son imagination. On passe à la section 2, la solitude intérieure ou la réalité de l'isolement. Et ça illustre parfaitement le cœur psychologique de l'œuvre. Comprendre cette sensibilité émotionnelle à l'extrême, c'est vraiment la clé pour maîtriser tout le roman pour votre bac. On a un contraste frappant ici. D'un côté, la réalité physique, une proximité presque étouffante à Darchouafa. Franchement, entre les disputes de la Zoubida, les cris, les pleurs, les chants funèbres, le silence n'existe pas. Mais d'un autre côté, sa réalité émotionnelle est tout autre. Il est physiquement là, mais mentalement il est à des kilomètres. Isolé, refusant même de jouer avec les enfants de son âge qu'il trouve beaucoup trop brutaux. Ce n'est d'ailleurs pas juste un coup de blues passager. Ce profond sentiment d'être incompris par ses parents, par les adultes et par les autres enfants agit comme un véritable catalyseur. C'est le moteur psychologique de l'histoire. Cette déconnexion totale avec l'extérieur le pousse directement à se replier sur lui-même. C'est presque un instinct de survie pour lui de plonger dans son propre esprit pour y trouver un peu de paix et de consolation. Ce qui nous amène à la section 3. L'imagination comme refuge, l'esprit vu comme un véritable sanctuaire. Si la solitude est sa maladie, eh bien, son imagination est le remède. Il ne faut surtout pas voir l'imagination dans la boîte à merveilles comme un simple jeu d'enfant. C'est un bouclier, une vraie armure vitale. Elle le protège de terreurs bien réelles, comme la peur de la baguette du fruit homicide, la crainte de l'inconnu, des djinns, sans parler des difficultés sociales bien rudes de la Médina des années 1920. Son imagination filtre en quelque sorte la brutalité du monde réel. Passons à la suite pour voir comment tout ça se construit concrètement. C'est une stratégie de défense psychologique très précise. Étape 1, il est complètement submergé par la réalité, que ce soit à cause d'une grosse dispute ou de la sévérité de l'école coranique. Étape 2, il bat en retraite, en s'isolant dans son petit coin. Et enfin, étape 3, l'évasion pure. Il ouvre les portes de son univers magique, un monde dont il est le roi absolu et qui échappe totalement aux adultes. Section 4, le symbolisme de la boîte. Car on va le voir, ce sont bien plus que de simples objets. Alors, comment arrive-t-il à déverrouiller cet univers intérieur? C'est le point central pour votre baccalauréat. Cette fameuse boîte à merveilles, ce n'est pas juste un truc en bois pour ranger des jouets. La définition que vous devez absolument retenir, c'est que c'est un refuge psychologique absolu. L'expliquer comme ça sur votre copie, c'est le jackpot assuré pour vos points. Elle agit presque comme un personnage à part entière, c'est son amie la plus fidèle et celle qui garde tous ses secrets. Et si on regarde de près ce qu'il y a dedans, des cabochons de verre, des vieux boutons, des clous rouillés, des anneaux en cuivre. Pour n'importe quel adulte, ce sont juste des déchets, des trucs qu'on jette. Mais pour Sidi Mohamed, ce sont des trésors incroyables. Ces petits objets déclenchent le rêve, l'espoir et lui offrent une protection émotionnelle. Un simple bout de verre devient, dans son esprit, un joyau de palais princier, ce qui l'aide à fuir temporairement son quotidien difficile. Allez, section 5, il est temps de passer à l'entraînement pour l'examen. Et voici notre première question type bac. Pourquoi Sidi Mohamed préfère-t-il rester seul? Prenez un instant pour y réfléchir.
La bonne réponse, elle se trouve dans son hypersensibilité. Rappelez-vous ce qu'on a dit, il reste seul parce qu'il se sent en profond décalage avec le monde des adultes et les jeux violents des autres enfants. Sa solitude, ce n'est pas du tout une punition qu'on lui impose, c'est un choix de préservation de sa part. Deuxième question classique que vous pourriez avoir. La boîte à merveilles est-elle réelle ou symbolique? Là, il faut être nuancé. La réponse, c'est qu'elle est les deux. Évidemment, c'est un objet physique, concret, qu'il cache et qu'il touche tous les jours. Mais sa nature littéraire, celle que votre correcteur veut lire, c'est qu'elle est fondamentalement symbolique. Elle incarne l'évasion, l'espoir, et c'est l'outil principal de son imagination face à un monde plutôt rude. Le point crucial à retenir nous amène à notre dernière question. L'imagination peut-elle protéger contre la souffrance? D'après ce chapitre 5, la réponse est un immense oui. Si on met bout à bout la peur du fki, les deuils, le sentiment d'exclusion, l'imagination est le seul vrai rempart de Sidi Mohamed. Elle a ce pouvoir magique de transformer la souffrance en poésie et l'isolement en un royaume enchanté. Pour faire court, voici la conclusion essentielle de cette analyse. Le chapitre 5 nous montre un contraste absolument saisissant. D'un côté, on a la dureté et les conflits constants de la Médina, et de l'autre, la richesse infinie et la sécurité du monde intérieur de Sidi Mohamed. Paradoxalement, c'est dans cet isolement et cette imagination qu'il trouve sa plus grande force. Et pour finir, je vous laisse sur une petite réflexion. Le roman d'Ahmed Sefrioui est incroyablement intemporel. Si, dans les années 1920, une petite boîte remplie de bric-à-brac était l'outil de survie ultime d'un petit garçon contre la solitude, vers quoi est-ce qu'on se tourne aujourd'hui pour échapper à notre propre sentiment d'isolement? Je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour analyser ce chapitre avec profondeur et empathie. Bon courage à tous pour la suite de vos révisions, vous allez tout déchirer au régional.